Objet d'admiration. La Garonne est bien présente dans le paysage urbain de cette ville, me dira-t-on. Mais comment manifeste-t-elle sa présence? Est-elle le témoin de la géographie qui précède l'histoire? Est-elle le témoin d'un passé riche en péripéties, d'une activité, d'une présence? Est-elle le témoin d'un délaissement, d'une tentative de reconquête? Elle se fait silencieuse, discrète, jusqu'au jour où elle déborde de son lit pour nous rappeler sa force et sa présence. Elle est là sans l'être, je la vois mais de loin. Elle fait semblant de m'accueillir, ou plutôt les décideurs de la fabrique de la ville l'empêchent de m'accueillir. Les barrières qui m'entravaient dans le passé n'ont jamais été démolies, juste repoussées de quelques mètres. Ils ne cessent de me répéter qu'ils m'ont rapproché d'elle, qu'ils m'ont donné la liberté de l'approcher. Mais la vérité est tout autre, je ne peux que l'admirer de loin. Je fais face à une surprotection qui m'en éloigne. Attention, risque de noyade, bouée de sauvetage. Ces contraintes génèrent en moi un sentiment de danger. Ma liberté, mes désirs, mes mouvements se retrouvent conditionnés. Je souhaite les défier comme les quelques aventuriers qui s'y invitent avec leurs voiliers et jet-ski. Et puis dans ces lieux, il y a le tourisme, ou plutôt il n'y a plus de tourisme. À l'ère de la mondialisation, attractivité, rayonnement, consommation, uniformisation sont devenus les maîtres mots du tourisme. Dorénavant, il martyrise nature et société humaine, opprime l'esprit des voyages et transforme l'hospitalité des lieux en prestations, les habitants en prestataires, les paysages en décors. Fini les dérives dans des terres inconnues n'ayant pour guide qu'une carte hygiène et les passants pour se repérer. Fini le dépaysement, l'aventure, la surprise, le voyage vers l'incertain. Désormais, une fois la destination des prochaines vacances choisie, les activités, les itinéraires sont déjà connus et organisés. Ne saurait-on plus comment être touriste? Serait-on devenu si fragile que l'on ait besoin d'être tout le temps pris par la main, guidé, passif de nos choix, prêt à consommer tout ce qui est offert à nous? L'annonce de la fin de la ville touristique telle qu'on la connaît aujourd'hui est imminente. Néanmoins, je crois qu'en chaque fin il y a un nouveau début. Et si on l'imaginait? Et si on proposait un voyage de lenteur, d'expérience, au lieu d'un voyage d'image? C'étaient les quais de mon enfance aux façades encore tapissées de la suie des cargos. Un lieu vivant, triste et laborieux, avec ses dockers, grutiers, tonneliers, marins de toutes les couleurs, et aussi négociants affréteurs. Je ne peux m'empêcher d'imaginer tout le brouhaha, l'animation qui les entourait. Compagnie générale transatlantique ou compagnie sud-atlantique, inscrite autrefois en façade suffisait pour faire rêver d'ailleurs. Alors, comment le vivant s'y réinstallera? Et si on faisait appel à la mémoire pour y réinventer une histoire avec le fleuve? La Garonne, un fleuve très ample qui vient structurer le paysage. D'une part, la rive droite est très résidentielle, de l'autre, la rive gauche favorise les activités, l'emploi et le tourisme. Entre le pont Chabon et le pont de Pierre, il se passe une vie urbaine forte et dynamique. C'est un endroit où se mélangent habitants de Bordeaux, habitants de la métropole, touristes français ou étrangers. L'emblématique place des Quinconces est à équidistance des ponts. Elle se trouve en face du quartier de la Bastide, un quartier dynamique. C'est un endroit stratégique de franchissement. Comment est-il possible de relier ces deux endroits? Un système de traversée par pont ou par bateau impliquerait un fort impact sur l'aménagement du paysage. Qu'en est-il d'un système de téléphérique? Un moyen de transport par câble qui, au-delà de sa solution fonctionnelle pour rejoindre un point A à partir d'un point B, elle vient survoler le paysage de manière insolite et vient réenchanter les lieux de vie en permettant de les découvrir autrement. Le tracé serait une portion qui surplomberait le fleuve, des espaces publics et des infrastructures. Il est agréable pour les touristes et pratique pour l'habitant, sans qu'il ne se sente envahi dans son intimité. Sur les Quinconces, une station translucide émerge de la place. Le jour, elle reflète les arbres et les ombrages mouvants des platanes. Son auvent sert d'ombrière qui protège du mauvais temps et apporte de l'ombre l'été. De l'extérieur, elle révèle la technicité et l'ingénierie, une grande roue qui monte les télécabines vers les câbles, comme si on était téléporté en altitude.
Le monde se globalise. Les échanges sont au cœur des préoccupations de l'époque et nous vivons une période où les flux physiques entre les pays sont de plus en plus nombreux. Les nouvelles notions d'urbanité que nous souhaitons penser sont à mettre en exergue avec les thèmes politiques et environnementaux actuels. En ce qui concerne les problèmes démographiques, humains et migratoires d'une part, mais aussi les crises écologiques et épidémiques que nous connaissons aujourd'hui d'autre part. Prise en étau entre la fin des illusions et le progrès technologique, notre époque est celle de la réinvention des modèles. Une réinvention qui ravive certaines questions sur l'avenir des villes et de leur fabrication quant au développement du tourisme de masse. En longeant les quais de Bordeaux, j'assiste à une aseptisation graduelle de la ville. L'expérience vécue en 2020, avec l'avènement exceptionnel de la crise sanitaire, continue de peser lourdement sur le secteur culturel. La détresse des acteurs culturels associatifs et le manque déplorable de lieux ouverts aux propositions culturelles et festives témoignent d'un fort sentiment d'abandon qui vient encore noircir ce tableau déjà sombre. L'histoire que je veux raconter marque le début d'une révolution culturelle. Elle prend place à la Fabrique Paula, un équipement à la fois culturel dédié au public et un espace consacré à la structuration professionnelle de la filière des arts visuels. Dans un monde de grands changements, je tente d'imaginer le devenir de cette dynamique associative, une sorte de Fabrique Paula du futur. Cette structure utopique et autogérée est pourvue de lieux de coopération et de mutualisation qui accueillent organisations culturelles, plasticiens et artistes du monde entier, mais qui inclut également la pratique amateur en mettant en œuvre de nouveaux moyens d'échange de ressources matérielles ou d'informations. Le but ultime est de rassembler des compétences diverses, d'inventer des projets d'activités communes, en laissant place à une importante mixité sociale, intergénérationnelle et à un espace physique ou digitalisé de décompression, de respiration et d'échappée. Donc, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités afin de pousser plus loin nos réflexions menées au sujet des voyages à l'ère de la fin de la ville touristique. Donc, nous entamerons bien sûr le débat avec deux spécialistes en ce sujet. Madame Catherine Sala, vous êtes membre de l'agence de voyage Architravel, une agence spécialisée dans le développement et l'organisation de voyages autour des thèmes de l'architecture et de la culture. C'est ça, bonjour. Bonjour. Et Madame Françoise Lelay, de l'agence urbaine de Bordeaux, une association qui mène des réflexions autour des dynamiques socio-économiques et spatiales et se met au service de la décision publique dans le but de transformer les cadres et les modes de vie. Bonjour. Alors, nous vous remercions pour votre présence. Et pour lancer le débat, je vous adresse une question à toutes les deux. Alors celle-ci, c'est selon vous, au regard de l'Anthropocène, peut-on imaginer la ville de demain dans une logique de décroissance ? Bon, déjà, je vais commencer le débat en mettant un petit peu les pieds dans le plat. Le titre de votre sujet est vraiment, enfin, pour moi, provocateur, évidemment. La fin de la ville touristique, c'est pour moi quelque chose de, en fait, en tant que tel, aménageable certes, mais en tant que tel, inimaginable. On a, rien que dans les chiffres, puisque en tant qu'agence de voyage, je vais parler de chiffres, ce que représente l'industrie touristique. Donc au niveau national, déjà, la France est classée la première destination dans le monde. Donc, ce qui veut dire évidemment des recettes au niveau international de 57 millions d'euros. En région, puisqu'on va parler plus précisément de l'Aquitaine et de Bordeaux après. En Aquitaine, c'est une filière économique majeure, 28 millions de touristes, dont 24 millions de Français. Ce n'est pas uniquement des touristes étrangers. Donc ça représente quand même 110 000 emplois. 16 millions de consommation touristique, et ça représente au niveau national 9% en fait de l'économie touristique. Donc ces chiffres-là, on ne peut pas les oublier et les rayer d'un trait, quoi. Pour moi, c'est pas possible. D'ailleurs, ça nous fait vivre, mais ça vous fait vivre, vous, architectes. Les investissements qu'on fait dans les hôtels, ce sont des bâtiments qui vous serez amenés à les construire, enfin, j'espère. Donc voilà, moi je vous pose la question aussi dans ce sens. Alors sur la ville de la décroissance, c'est vrai que depuis le début de la crise, on aime beaucoup, même si ça existait avant, mais en fait la crise a renforcé les convictions des uns et des autres sur ce sujet-là, enfin sur l'ensemble des sujets. On aime beaucoup la démobilité, la décroissance, la démétropolisation. Donc on a passé d'une espèce de
ou d'inflation à une D. Alors moi, la ville de la décroissance, je ne sais pas encore ce que c'est. Par contre, j'ai l'impression qu'aller vers une ville qui ne soit pas forcément dans la décroissance, mais qui soit dans quelque chose de plus frugal et de plus flexible, c'est-à-dire une ville du malléable, du changement, de l'adaptation, de l'hybridation, du choix aussi, et plutôt que d'être dans une optique soit de la sur quelque chose ou de la décroissance, je crois qu'on va plutôt, moi en tout cas, en tant que personne, j'aimerais plutôt aller vers une ville du choix et une ville de la flexibilité, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire des choses qui sont capables de bouger, de s'adapter, de répondre aux besoins des uns et des autres, et pas d'être dans une radicalité du tout ou du rien. Voilà. Et c'est un peu, moi, comme ça que je verrais les choses, cette ville de l'hybridation, de la flexibilité, de la malléabilité, voilà, de l'adaptation permanente. Et c'est dans cette idée de résilience, c'est-à-dire la capacité à plier pour rebondir, à s'adapter aux choses. Pour moi, c'est ce qui me paraît plus important qu'un axe plutôt comme ça ou comme ça. Alors peut-être pour rebondir sur vos deux réponses, effectivement, Madame Salah, il y a pas mal de villes qui se sont réinventées à travers le tourisme, notamment surtout les villes post-industrielles. Un des exemples majeurs en dehors de Bordeaux, c'est par exemple la ville de Bilbao, et effectivement qui a été relancée à travers l'architecture et le tourisme. Mais effectivement, d'après ce que dit Madame Lelay, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même aller vers une logique de quelque chose qui peut être plus adaptable, parce que là, on se rend compte facilement que notre système, il s'est vite effondré dès qu'il y a eu un stop total. Donc, est-ce que c'est pas possible d'imaginer un nouveau système qui serait beaucoup plus malléable, qui pourrait s'adapter au changement de façon un peu plus facile, plutôt que le système qu'on a là actuellement? En rebondissant justement sur ce que vient de dire ma camarade, donc justement le titre est certes très provocateur, mais c'est plutôt repenser un peu la ville touristique, pas comme repenser le tourisme en soi, pas vraiment la fin du tourisme comme on le connaît surtout. Et justement, comme on le connaît, il y a beaucoup de contraintes en soi, il y a cette rapidité, il n'y a pas cette justement résilience que l'on veut avoir de temps à autre. Et la pandémie en soi nous a démontré un peu que ce tourisme n'est pas vraiment, est assez éphémère en soi. Dès qu'il y a un problème pareil, on se retrouve devant justement des contraintes comme on le connaît aujourd'hui. Par exemple, justement, l'agence, il y a beaucoup de problèmes en soi. De quelles contraintes vous parlez en fait? Parce que effectivement, Bordeaux a tout fait pour développer son tourisme, son image de marque, de par déjà l'appellation avec son label UNESCO. Vous savez que ça, c'est dans le choix des personnes qui viennent, c'est un choix majeur. Le label UNESCO fait vendre. Donc Bordeaux UNESCO, ça a été un choix un choix politique. Donc forcément, ça appelle des visiteurs. Donc moi, la seule chose que je vois, ce n'est pas radier complètement le tourisme. Je suis d'accord avec Mme Lelay, dans le sens où peut-être faut-il encore gérer les flux, aller vers un tourisme plus qualitatif que quantitatif. Mais pour moi, le postulat de départ n'est pas fin de la ville touristique. Et je voulais revenir par rapport à votre intervention, notamment sur le label UNESCO qui contribue à émerger l'économie du tourisme à Bordeaux. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le label UNESCO contribuerait à figer une certaine image de Bordeaux en défaveur du rêve ou de l'imaginaire qui pourrait contribuer à repenser la ville ou une autre forme de touriste qui pourrait aussi rentrer dans l'économie et susciter du coup un imaginaire? Non, moi je pense que l'UNESCO, le label UNESCO, effectivement, fige la ville et marque la ville avec son aspect façade 18e. Mais les architectes aussi ont bien su, par l'aménagement par exemple des quais, lui redonner un aspect totalement moderne avec le plan d'eau, le miroir d'eau, qui est quand même aussi une réussite quand même assez spectaculaire. Vous parliez des quais.
en termes d'aménagement aussi, par exemple. Moi, quand je suis arrivée en 1990, les quais étaient inaccessibles. Mais inaccessibles. C'est-à-dire que je suis arrivée, on ne pouvait même pas aller voir la Garonne. Donc quand vous dites que là, on est très contraint, pour moi, c'est une grande liberté, enfin, de pouvoir aller me promener. Et c'est un lieu de rencontre pour, pas que les touristes, hein, pour tout le monde à Bordeaux. Un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu où on peut s'asseoir, un lieu où on peut aller au marché, un lieu de vie. En 90, c'était inaccessible. Donc les hangars étaient inaccessibles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Après, bon, effectivement, ceux qui ont connu Bordeaux avant et après, et aujourd'hui, alors il y a toujours un après, on peut aller vers le mieux aussi, mais c'est vrai qu'il y a eu une rupture énorme et une reconquête du fleuve, même s'il y a encore les barrières qui nous disent, comme dans votre vidéo, danger. Oui, la Garonne reste un danger aussi, enfin, c'est une réalité, mais par contre, les barrières les grilles étaient bien encore avant. Elles coupaient complètement la ville de même l'accès au quai, ne serait-ce pas au fleuve, au quai. Et donc, pour ceux qui ont vécu, il y a eu vraiment un avant et un après sur l'aménagement des quais, mais vous faites des propositions pour aller plus loin. Donc, c'est bien aussi d'être dans cette dynamique de ce qui peut être encore fait. Par rapport à la question du tourisme, je crois effectivement que c'est une question de flux. C'est-à-dire que je suis persuadée que la ville et les métropoles, le tourisme va avec la ville et les métropoles. C'est-à-dire que c'est un tandem pour moi indissociable. Le tourisme, c'est le plaisir des espaces publics, c'est le plaisir de la rencontre, c'est la redécouverte, c'est la mobilité, c'est les échanges. Et ça, c'est la ville aussi. C'est-à-dire que... Et le touriste n'est pas opposé à l'habitant. Le touriste, c'est un peu un habitant éphémère. L'habitant, c'est un peu un touriste de temps en temps quand il redécouvre sa ville. Donc pour moi, le tourisme, ce n'est pas quelque chose qui en soi doit être diabolisé. Par contre, il y a une question de flux. Effectivement, mais ces flux peuvent être gérés à travers les temporalités. Et on voit aujourd'hui que le tourisme urbain, d'ailleurs, il est moins dans la concentration que le tourisme balnéaire. Donc, en fait, il est tout au long de l'année. Moi, je me souviens de Bordeaux, désert pendant l'été, mais terrible, on s'y ennuyait à mourir. Donc, cette régulation des flux sur le temps, et puis sur l'espace, c'est-à-dire que le tourisme, il est à Bordeaux. Alors, c'est vrai que par moments, il y a des concentrations dans des endroits, mais l'intérêt, c'est de travailler sur où est-ce qu'il peut aller d'autre. Comment il peut sortir, visiter un peu les villes autour. Alors, il y a effectivement la mer, mais il y a plein de choses à découvrir autour de Bordeaux Centre et du cœur de Bordeaux. Et je pense que c'est sur cette gestion des flux, sur cet espacement aussi pour découvrir des choses autour, qui serait intéressant de travailler. Mais le tourisme et la ville, pour moi, c'est indissociable. Voilà. Et c'est quelque chose qui est une richesse, parce que voyager, c'est rencontrer des lieux, découvrir des lieux, mais c'est rencontrer aussi des gens. Donc, moi, je crois vraiment aussi au bienfait du tourisme par rapport à l'urbain. En effet, je suis d'accord avec vous. Le tourisme, ça renvoie au voyage, ça renvoie à la rencontre avec de nouvelles personnes. C'est vrai qu'actuellement, le tourisme renvoie plus à des images, à une consommation d'images. Déjà au préalable, on sait exactement ce qu'on va voir. Dès qu'on est sur place, on est plus dans la prise de photos de ce qui se passe plutôt que de vivre dans le moment, d'aller rencontrer ces personnes locales, ces habitants, découvrir vraiment être dans une logique d'immersion. On est plutôt dans une logique de reportage photographique pour revenir chez soi et partager encore une fois ces images-là. Et du coup, dans l'idée d'aller plutôt vers un tourisme qualitatif, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que le tourisme lent est une des propositions qui pourrait répondre à cette question-là ? Alors c'est vrai que tout à l'heure je parlais du D, alors il y a eu le slow aussi, le slow food, les city slow et maintenant le slow tourisme, le slow cost. Alors moi j'aime bien parce que voilà, ça nous fait réfléchir à plein de choses. Je crois que le tourisme, effectivement, redécouvrir les autres, prendre le temps de voir, de rencontrer, de dialoguer, c'est dans l'idéal. Après, on a tous été dans des endroits où il fallait aller d'un point A à un point B, faire la photo, revenir. Donc, je pense qu'on a une capacité à oublier qu'on est aussi nous-mêmes touristes et à agir parfois comme ça. Sur la lenteur, oui, mais ce n'est pas non plus une fin en soi, la lenteur. C'est-à-dire que c'est pareil, dans la ville, on doit pouvoir trouver l'excitation, un peu la frénésie, le bouillonnement, et puis on doit aussi pouvoir trouver la lenteur, le temps de prendre le temps de se balader, de découvrir, de rencontrer les gens. Il faut pouvoir offrir à la fois aux touristes habitants les deux. C'est-à-dire je ne crois pas
passer d'un modèle à un autre dans une forme de rupture ou de rédemption, mais plutôt dans la capacité à diversifier l'offre et à pouvoir proposer ça et pouvoir proposer aussi le fait d'aller vite et de découvrir une ville rapidement. Et puis surtout de l'offrir à tout le monde, c'est-à-dire que mine de rien, le tourisme de masse, c'est aussi la démocratisation touristique. Donc voilà. Madame Salah, vous avez un avis sur cette question-là? Non, mais personnellement, moi, le slow attitude, comme on dit maintenant, je partage tout à fait. Mais c'est vrai également qu'on ne peut pas demander à... Enfin, c'est une question aussi de comportement personnel, j'allais dire. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de faire la photo ici, là, retourner. Mais on vit dans un monde de l'immédiateté, comme on dit. Et en fait, vous, les jeunes, vous l'êtes encore plus que nous. Moi, j'ai voyagé, j'ai jamais voulu non plus faire une série de photos la plus conséquente possible. Chacun est libre aussi d'appréhender son voyage comme il l'entend. On peut l'appréhender quand on a effectivement plus de temps, quand on est jeune, quand on n'a pas de contraintes, de passer du temps dans un endroit sans idée préconçue, vous pouvez le faire. Chacun est libre de cela, personne ne vous l'impose. Que moi j'organise un voyage précis avec une orientation définie, c'est parce qu'on me l'a demandé. Personnellement, je ne vais peut-être pas voyager comme ça. Mais il y a des attentes qui sont différentes suivant les gens, suivant les demandes, suivant les buts à atteindre. Un voyage de formation, on ne va pas vous demander, l'entreprise qui paye le voyage, ne va pas vous demander d'aller le plus lentement possible. Parce qu'on a plusieurs choses à voir et que nous, notre travail va être de façon logistique à remplir au mieux les attentes du client. Oui. Alors en parlant de rythme, effectivement... il y a plusieurs types et chacun est libre de choisir un peu ce qu'il veut. Mais aussi, là actuellement, on est plus, comme vous dites, on est plus dans une logique de l'immédiat, de la rapidité. Est-ce qu'on ne peut pas offrir en contrepartie des modes de déplacement qui sont un peu plus longs? Et quelle forme il pourra prendre aussi? Je vais répondre, moi, pas sur un aspect technique, je vous laisserai plutôt y répondre. Mais c'est vrai que ça, la mobilité est un vrai sujet pour moi. Quand on accueille des groupes, puisque nous aussi, il y a quand même, là je vous provoque un peu avec mon discours, mais il y a quand même aussi, nous, une prise de conscience de cela. C'est-à-dire que quand on accueille un groupe, on va utiliser le plus possible les moyens... de transport en commun, en site propre, éviter le plus possible les bus pour une raison de pollution. On a pris en compte tout ça. C'est un mouvement qui s'est accéléré effectivement avec la crise. Et pour moi, à Bordeaux, vous l'avez montré tout à l'heure avec la Garonne, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de développer ces bateaux cubes comme moyen de transport pour les habitants. Je suis pas... Enfin, pour l'instant, ils servent principalement aux touristes. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les habitants l'utilisent assez peu. À part Lormont-Quinconce, l'accès n'est... Enfin, principalement, c'est un peu malheureusement réservé aux touristes. Donc je pense que moi, j'ai vu aussi dans des villes, par exemple comme Bâle, où l'accès... parce qu'il y a le Rhin qui traverse cette ville, et là, il y a 5 bateaux. On monte dans les bateaux comme on monterait dans un bus. Effectivement, l'accès au fleuve est différent. Vous voyez, la Garonne reste un peu... De fait, elle est large. De fait, on est un peu déconnecté. Les bateaux sont en nombre restreint, ne passent trop peu souvent. Donc peut-être que développer cette voie-là, pour moi, serait intéressante. Sur les déplacements, effectivement, tout dépend de quel type de déplacement. Quand il s'agit d'aller entre le domicile et le travail, voilà, souvent, plus ça va, enfin, plus c'est rapide et mieux c'est. Donc souvent, c'est chercher l'optimisation du temps. Et après, il y a d'autres moments où on se déplace pour d'autres raisons. Alors, si on veut vraiment être dans ce déplacement à la fois lent qui permet de profiter de la ville, il y a la marche.
Et je pense que marcher, retrouver le plaisir de marcher en ville, retrouver le plaisir justement de ne pas prendre le tram entre deux stations, mais plutôt de marcher, de redécouvrir la ville, de croiser les gens. Je pense que la marche, c'est vraiment le moyen de se déplacer, à la fois lent et efficace, parce que parfois il nous fait gagner du temps aussi, mais qui permet d'avoir un autre rapport à la ville. Et puis après, ce qui me fait rire aussi, c'est que les gens parlent beaucoup de déplacements doux, alternatifs, actifs. Et puis en fait, le but, c'est de prendre la trottinette qui va le plus vite possible pour doubler les voitures. Donc oui, alors allons-y pour la marche plutôt que la trottinette électrique finalement. Donc justement, en parlant de Garonne et de bateaux, et justement la crise sanitaire qui nous a fait... on a remarqué justement ces failles, entre parenthèses, qu'il y a dans l'utilisation que l'on fait donc de la Garonne. Est-ce que justement, suite à cela, on remarque justement que la Garonne, il y a de moins en moins d'activités après la crise sanitaire, justement les bateaux, les paquebots qui ne passent plus autant, et les péniches touristiques et qui sont arrêtés en fait au bord des quais, et justement se demander si justement une Garonne sans paquebot, quel est en fait son avenir en soi. C'est évidemment que l'activité s'est arrêtée, hein, mais ça tout le monde le sait, ça fait 1 an et demi qu'il n'y a plus de déplacements, les voyages sont quasiment à l'arrêt, donc évidemment il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus de touristes, donc il n'y a plus de bateaux. Vous n'avez jamais vous-même essayé de remonter sur les bateaux Croisière jusqu'à Bergerac, par exemple. Non, ce sont les touristes qui le font. Donc l'activité est liée, en tout cas pour ces bateaux, aux touristes. Il n'y en a plus, donc il n'y a plus de bateaux pour l'instant. Ouais. Les paquebots, c'est encore un autre sujet. Les paquebots, eux, sont beaucoup plus gros, amènent une clientèle qui est complètement différente, étrangère, qui reste 1 journée et demie et qui voyage un peu ce qu'on appelait nous à la japonaise, c'est-à-dire ils descendent, ils vont à un point donné, ils achètent, ils remontent et c'est terminé. Par contre, voilà, on pourrait envisager effectivement aussi de leur laisser le choix s'ils ont envie. Eux sont demandeurs d'une excursion, on descend du bateau, on ne perd pas de temps, on va voir le château, il y en a plusieurs, on va voir ce magasin, on achète, on revient. Voilà, ils ont une journée. Donc voilà, on leur propose ce qu'ils demandent, en fait. Je suis d'accord avec vous, on pourrait essayer d'améliorer et puis de proposer peut-être des choses un peu plus lentes. Mais voilà, on répond aussi, nous, toujours pareil, à une demande, en fait. À nous d'orienter, peut-être. Hein. Là, je pense qu'on a peut-être un petit rôle à jouer. Oui, effectivement. Peut-être parfois, les gens ne pensent pas à certaines choses si on ne leur propose pas. Donc il y aurait cette idée de repenser les choses et effectivement ce tourisme-là des paquebots qui est ou bien même le tourisme fluvial qui est surtout réservé aux étrangers, parce qu'en fait en faisant un peu nos recherches on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'est pas assez répandu chez les Français, c'est plutôt des Américains, des Anglais qui ont cette culture de tourisme fluvial, et donc peut-être, est-ce qu'on pourrait imaginer, surtout que même avec le contexte actuel, on se rend compte que les gens redécouvrent plus leur pays au lieu de chercher d'aller passer leurs vacances à l'étranger. C'est plutôt des destinations locales qui sont plus prisées. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'introduire cette culture de tourisme fluvial chez les Français aussi, et comment on pourrait le faire ? Ça, c'est un point que je ne pourrais pas vraiment expliciter, dans le sens où le tourisme fluvial, en fait, effectivement, a une image et est un tourisme pour les personnes dites plus seniors. On a toujours du mal à situer les clientèles, mais c'est clair, c'est les gens qui ont du temps, les gens qui ont envie de passer du temps ensemble, le soir qui restent ensemble, qui sont peu demandeurs d'aventure.
Voilà, et cette clientèle-là, effectivement, c'est la clientèle des bateaux du circuit fluvial. Après, il y a aussi un autre moyen de redécouvrir le fleuve sans voyager sur le fleuve, et notamment tout le développement qui a déjà largement commencé, des pistes cyclables qui longent la Garonne, des refuges périurbains, qui est une autre façon aussi de redécouvrir près de chez soi son environnement. Et certains ont vu sur la Garonne et permettent de redécouvrir des lieux d'une autre façon, justement. Et là, ça concerne à la fois toutes les tranches d'âge, et puis ça concerne aussi bien les gens qui habitent ici que ceux qui viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce sont des touristes, souvent d'ici, qui vont découvrir près de chez eux et qui font du tourisme, alors là, pour le coup, plus local. Et effectivement, la crise a montré que les gens avaient envie de redécouvrir, parce qu'ils ont été contraints dans la distance, donc ils ont redécouvert un environnement plus proche, mais finalement, ça leur a plu. Ils ont envie de nature, ils ont envie de randonnée, de plein air. Donc, effectivement, ça peut changer la donne aussi, avec une offre touristique qui va être un petit peu différente, éventuellement, pour répondre à ces aspirations-là. Mais la Garonne, c'est aussi la découvrir depuis les berges, et c'est aussi notre façon de redécouvrir le fleuve. Donc, je rebondis juste sur quelque chose que vous aviez dit, Madame Salah. Justement, vous avez dit que ceux qui recherchent la lenteur ne sont pas forcément à la recherche de l'aventure, ou justement les seniors. Donc, est-ce que pour vous, lenteur est conséquence de non-aventure? Non, pour moi, non. Au contraire. Prendre le temps et se laisser emporter, être surpris, découvrir, avoir les sensations. Aller à l'aventure, pour moi, est synonyme d'aventure. Non, je vous parlais vous me posiez la question sur les bateaux, en fait, sur le tourisme fluvial, qui là correspond à un type de clientèle très particulier, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Mais non, pour moi, au contraire, prendre son temps, c'est tout à fait aller à l'aventure. Alors justement, pour lutter contre le tourisme effréné, ce qu'on entend beaucoup actuellement, c'est d'avoir des séjours plus longs. Donc plus long, ça veut dire prendre son temps et découvrir autrement qu'en passant et en faisant des selfies. Alors ça pose différentes questions. Ça veut dire qu'effectivement, prendre son temps, rester plus longtemps, ça pose aussi une question financière. Au XIXe siècle, quand les gens voyageaient pour découvrir des pays, c'était souvent des gens qui avaient aussi des moyens financiers, qui avaient une capacité à rester longtemps à un endroit, à rencontrer les gens, etc., être en immersion totale. Dans quelles conditions on peut se permettre aujourd'hui un tourisme lent, c'est-à-dire un tourisme aussi sur la durée, qui permette de rester plus longtemps? Ça pose des questions économiques aussi. Comment on peut rester plus longtemps à un même endroit? Alors, ce débat a été très intéressant. Et peut-être pour clôturer sur quelque chose qui va nous pousser à réfléchir un peu plus loin, j'ai une question à vous poser. C'est finalement comment les cultures de l'imaginaire peuvent alimenter la fabrique de la ville de demain. Comment l'utopie peut nous permettre de réinventer nos villes face aux différentes contraintes qu'on est en train de relever à ce jour. C'est une question difficile. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement tout le récit qu'on construit sur notre ville et qu'on voit bien sur Bordeaux. Vous en avez donné des extraits aussi. C'est-à-dire ce qui fait le lien entre le passé, ou en tout cas ce qu'on en retient, c'est-à-dire la mémoire, le présent et la façon dont on se projette. Donc ce récit qu'on construit sur les villes, c'est aussi une façon de se projeter dans la ville de demain et de construire un futur qui peut être partagé avec les uns ou les autres. Donc il y a ce récit, cette histoire commune qu'on se construit. Il y a votre travail aussi d'architecte, de paysagiste, le travail des urbanistes qui est d'imaginer avec les populations aussi, avec les habitants, avec les usagers, cette ville. Donc cette façon de l'imaginer ensemble, je pense qu'elle est importante pour des professionnels comme vous, comme les professionnels de la fabrique urbaine, justement, comment on construit ensemble en réfléchissant. Et en réfléchissant non pas simplement à la fabrique, au bâti de la ville, mais à ses usages. Parce que ce qui va vraiment être différent, les marges de manœuvre qu'on a demain, c'est sur la pratique, c'est sur les usages, c'est les façons de vivre dans la ville. Ce n'est pas forcément la façon de construire, de démolir ou de reconstruire, c'est la façon dont on va se l'approprier et dont on va vivre. Et ça, je crois que ça se fait avec les professionnels, ça se fait avec les habitants, ça se fait avec les usagers, ça se peut se faire avec les artistes. Vous avez parlé de la culture. Et cette façon de se projeter dans une ville de demain ensemble, ça me paraît très important dans des démarches de construction de cet imaginaire et de ces nouvelles pratiques. Oui, moi je partage tout à fait ce point de vue. Le voyage a toujours été
un véhicule, un moteur de perception, et même pour l'architecte, même pour au XVIe, au XVIIIe siècle, on faisait le grand tour, on partait, on se nourrissait de l'ailleurs, de l'autre. Donc pour moi, mais ça aussi, ça fait partie, on garde l'imaginaire, mais contrairement à l'imaginaire immobile, on va sur place, on ne reste pas chez soi. Enfin, moi, je le pense comme ça, en tout cas. Je lisais l'autre jour un livre avec Peter Zumthor, que vous connaissez, et qui effectivement faisait allusion à cela en disant c'est la magie du réel. Aller sur place, le toucher, le sentir, faire vivre ses sens, en fait. Donc pour moi, ça aussi, ça fait partie du voyage et de votre travail. Et justement, par rapport au tourisme développé au XIXe siècle qui relève plus de l'imaginaire, est-ce que concrètement, vous pensez qu'il est possible de développer une économie basée sur ce type de perspective plutôt que sur l'image de Bordeaux touristique immédiate classée UNESCO? Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je crois que l'image de la ville, elle a été construite, elle s'est développée, elle est telle qu'elle est, et elle a à la fois été bénéfique pour les gens extérieurs, mais aussi pour les habitants, parce que les habitants en ont aussi bénéficié, alors après avec les limites qu'on connaît ou les critiques. Mais je pense que cet imaginaire de la ville, il existe dans chacun des individus. Je ne sais pas qui a la charge de construire l'imaginaire de la ville. Je veux dire, qui est le responsable de ça, quelle politique publique, quels acteurs. Je pense que c'est aussi des démarches collectives et citoyennes, et c'est dans ces propositions des uns et des autres qu'on fait aussi la recherche d'une ville, la richesse de cette ville-là. Donc, qui doit être le leader là-dedans, qui doit construire cet imaginaire? Je pense que c'est un ensemble de responsabilités individuelles, collectives, des dynamiques associatives, politiques, professionnelles. Je fais un total partage de ce que vient de dire Madame Lelay, donc je ne vais pas rajouter autre chose. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présente à notre invitation et pour ce débat qui était très intéressant et très riche. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée.